bienvenue à l'atelier sur la petite hydro, donc le titre officiel « Relancer la petite hydraulique au bénéfice de la transition énergétique ». Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier le partenaire qui est Hydro-Méga, le partenaire de l'événement aujourd'hui. Donc, je me présente, Julie Poulain, je suis directrice du développement de l'électricité renouvelable. Je suis au secteur de l'énergie du ministère du super ministre qu'on a rencontré ce matin, donc au ministère de l'Économie, Innovation et Énergie. Avant, on était au ministère Énergie et Ressources naturelles, puis là, on vient de transiger là, avec le ministère dont je viens de vous parler. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Moi, je vais vous présenter un peu mon équipe. On est une petite équipe qui s'occupe de différentes filières de développement de production d'électricité renouvelable. Donc, on a, c'est sûr, la filière éolienne. On a la filière des petites centrales hydroélectriques, la filière solaire, la filière de la cogénération à la biomasse, puis aussi toutes les filières là, de développement émergentes là, dont on entend parler. Donc, on s'intéresse à toutes les filières de production d'électricité. On est aussi responsable des réseaux autonomes d'Hydro-Québec. Donc, c'est nous aussi là, qui faisons la coordination avec Hydro-Québec pour alimenter les réseaux autonomes, puis aussi là, le financement des partenaires communautaires. On est aussi en charge de la signature des contrats de location de la force hydraulique du domaine de l'État. Donc, c'est dans notre direction que tout ça s'opère. Là. Donc, on rencontre chacun des promoteurs pour signer des contrats de location de force hydraulique. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de venir vous rencontrer puis d'écouter vos préoccupations aussi par rapport aux différents enjeux qu'on va soulever ce matin. Donc, je vais vous présenter nos panélistes. Donc, premièrement, Stéphane Boyer, qui est directeur général de Hydro-Méga Services Incorporé et apporte plus de 25 ans d'expérience en développement de projets et en gestion dans les secteurs de la production d'énergie propre acquise au sein de EDF, EDF RE et Hydro-Méga. Merci Stéphane de ta présence. Et Romain Laster, qui œuvre dans le domaine des énergies renouvelables et se spécialise dans le développement de centrales hydroélectriques depuis plus de 15 ans. Fort de son expérience dans le domaine, il a fondé en 2015 la ferme de génie Éneraction, spécialisée dans le développement, la construction et l'opération de petites centrales hydroélectriques. Donc, chacun de nos panélistes va faire une présentation, mais d'entrée de jeu, je vais vous présenter, là, je vais vous faire la présentation, le descriptif de la séance aujourd'hui. Donc, les actifs d'Hydro-Québec, grands et petits, ont non seulement joué un rôle historique et primordial dans l'essor de l'économie québécoise, ils ont également permis au Québec d'acquérir un leadership climatique inégalé en Amérique du Nord, voire à l'échelle mondiale. Véritable moteur de développement régional, la filière profite d'une forte acceptabilité sociale dans plusieurs régions. Alors que plusieurs municipalités et communautés autochtones, en compagnie de leurs partenaires privés, œuvrent au développement de tels projets ou au redéveloppement de projets existants, il est urgent de déployer un programme d'achat d'électricité ou un appel d'offres dédié en permettant d'amener leurs projets au marché. Donc, on vous a entendu, le gouvernement, on sait, on l'a entendu plusieurs fois, les appels d'offres présentement ne sont pas appropriés pour le développement de la filière de la petite hydraulique. On vous a entendu, donc on sait que ça prend un programme plus dédié, donc un programme d'achat d'électricité ou un appel d'offres dédié. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler ce matin. Oui, on est encore le matin. Les projets hydrauliques de moins de 50 MW se démarquent en offrant de nombreux avantages égaux bénéfices pour non énergétiques, notamment pour les réseaux isolés. Dans cette séance, les conférenciers présenteront la valeur ajoutée de la petite hydro dans le mix énergétique québécois et dans un contexte de sécurité énergétique et de résilience. Donc, Stéphane, à toi la parole. Okay. Merci Julie. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que ça fonctionne? Oui, OK. Bonjour à tous, Stéphane Boyer, donc DG de Hydro-Méga. Puis en fait, je voudrais reparler peut-être un peu d'historique parce qu'on on a entendu le ministre ce matin. Puis il y a eu des bonnes questions dans la salle justement par rapport, je pense, à la petite hydro parce que dans la première partie du discours ou de la présentation, de l'allocution, on ne parlait pas trop de petite hydro. Or, on est aujourd'hui, l'AQPR 2023, c'est né de la petite hydro au Québec, ça s'appelait la PCHQ. Et je pense que de cette naissance à la fin des années 80, début des années 90, il y a eu beaucoup d'entreprises québécoises, un savoir-faire qui a pu, après ça, je dirais, se diversifier et se propager dans les autres provinces, mais aussi à l'international.
au Canada. Donc, grâce à cette ouverture qui avait eu lieu à la fin des années 80, on a eu des nombreux investissements, une expertise qui a été développée, qui s'est exportée. Et aujourd'hui, je pense que l'objectif, c'est de se relancer et de bien faire, de mettre de l'avant qu'il y a une grande place, qu'elle prend déjà une grande place, la petite hydraulique, mais elle est aussi vecteur de croissance et aussi de pouvoir prendre tous les attributs de la petite hydraulique et de les mettre de l'avant pour croître la production de la petite hydraulique. La première slide, c'est en fait la centrale Magpie de 42 MW. Je l'ai mis de l'avant parce que 42 MW, ça a été réalisé entre 2002 et 2007. Donc en 5 ans, on a réussi, on a répondu justement à un programme. Donc il y a eu des programmes dans le passé, donc on peut aussi s'inspirer du passé. Il y a eu des programmes, des appels d'offres conjoints, ministère des Ressources naturelles, conjoint Hydro-Québec pour justement des petites centrales hydroélectriques. Et puis après ça, il y a eu des programmes pour des projets plus communautaires dédiés à l'hydroélectricité. Donc on peut s'inspirer du passé aussi pour penser l'avenir ou bâtir l'avenir. Je veux aussi le présenter parce qu'en 2002, c'était un appel d'offres, encore une fois, conjoint MERN et Hydro-Québec. Et on a réalisé le premier partenariat public-privé. En fait, Hydro-Méga était partenaire à 70%, Hydro-Méga 30% la MRC de la Manganie. Donc c'est certainement le premier partenariat public-privé dans l'énergie, on va dire privée ou indépendante au Québec. Et donc on a réalisé un très beau projet, aussi réalisé en 5 ans, même avec études d'impact sur l'environnement, audience publique et construction. Donc tout ça aussi, on peut même dans la petite hydro aussi aller assez vite. Est-ce qu'on le ferait aujourd'hui? Ça peut prendre 1 ou 2 ans de plus, ou on pourrait aussi y arriver, ça dépend de comment on réalise des projets. Donc la petite hydraulique, elle a du potentiel, il y a des exemples du passé, pas si lointains, même si ça fait maintenant presque plus de 20 ans, mais qui peut nous amener vers une renaissance, on va dire, et que la petite hydraulique soit là pour la transition, participe aussi à la transition énergétique, et pas seulement l'éolien ou le solaire dans lequel on est aussi impliqué. Donc Hydro-Méga, c'est ça, on était finalement le premier producteur indépendant au Québec, très actif à créer cette même association en fait, dans les membres fondateurs. Et puis après ça, on a fait aussi de l'éolien. Là encore aussi, je pense qu'on est toujours dans la petite hydro, on est aussi dans l'éolien. Donc il ne faut pas se passer d'aucune source en fait au Québec. Je pense que le message était assez clair ce matin aussi du ministre. On ne pourra pas se passer d'aucune source d'énergie renouvelable. Et d'ailleurs, celles qui sont déjà présentes, les faire croître et donc incluant la petite hydro. Je vous passe les petits détails, mais à travers une petite société quand même comme Hydro-Méga, on a généré quand même plus de 4 milliards d'investissements au Québec à travers des projets hydro ou des projets éoliens. Mais on est aussi, à partir de 2005, on s'est exporté, on va dire, en Ontario. Certains de nos collègues aussi, d'autres entreprises québécoises sont aussi allés en Ontario. Et certainement qu'aujourd'hui, la petite hydro en Ontario n'existe ou n'aurait pas eu une renaissance si le Québec, les entreprises québécoises ne s'étaient pas déplacées, que ce soit en Ontario, en Colombie-Britannique. Donc ça aussi, c'est toujours un peu, on se sent un peu, je dirais, triste quand dans notre marché local, on n'a pas le potentiel, on ne peut pas réaliser ce potentiel-là, alors qu'on l'a très bien exporté dans le passé. Donc on est très heureux d'entendre, je dirais, que oui, il va y avoir des programmes, qu'on n'oublie pas la petite hydroélectricité. Merci Julie d'avoir mentionné ça. Donc c'est ça, très rapidement, on a développé aux 4 coins du Québec et puis en Ontario. Alors le développement continue. On a récemment fait l'acquisition d'une centrale pas très loin d'ici, à Pont-Rouge, puis ça va venir sur justement la diapo suivante. Bon, ça c'est quelques réalisations. En fait, ce que je voulais montrer à travers cette diapositive, il y en a une, la deuxième à droite, la deuxième rangée, c'est Mont-Laurier, c'était la première centrale qui avait été faite par Hydro-Méga. La plupart des petites centrales hydroélectriques sont aussi dans les milieux locaux, enfin proches de la charge, dans les villes. Mont-Laurier, c'est au centre de la ville de Mont-Laurier, donc c'est pas des grosses puissances, mais c'est là quand il y a des grandes pluies ou des pluies verglaçantes ou tout ça, ça peut toujours être là pour supporter le réseau.
La chute que l'on a acquis il y a 2 ans, ça se trouve aussi au plein milieu. Pont-Rouge, c'est au milieu de la communauté. La plupart des petites centrales hydrauliques, Chute-Chaudière, qui est pas loin d'ici, de l'autre côté du fleuve, c'est pareil, c'est proche des communautés. Donc aussi, on a évolué, on fait des gros parcs éoliens, on fait des grands développements. Hydro-Québec, évidemment, a fait des grands ouvrages hydro, mais la petite production hydroélectrique, petite, des fois c'est aussi, on peut jouer sur les mots, quand tu es en bas de 50 MW, ça commence quand même, une centrale 42 MW, ça commence à quand même être non négligeable. Mais elle est souvent, c'est ça, au cœur de la charge, donc pas de perte de transport, facilement intégrable sur le réseau de distribution ou des lignes à proximité. Donc les centrales qui sont existantes et qui pourraient être rééquipées, il faut en prendre soin. Donc c'est un peu l'objet de la dernière slide pour moi, des défis à relever. On a la petite hydroélectrique, puis Romain va en parler un petit peu plus loin, a été bâtie pas mal dans les années 90 et puis il y a encore eu un peu en 2000, mais il y a à peu près 500 MW d'installés. De ces 350 MW, de ces 500 MW, pardon, les 350 MW premiers qui ont été réalisés dans le milieu des années 90 avaient des contrats de 2 fois 20 ans qui arrivent à peu près à terme entre 2028 et 2035. Et il faut déjà y penser parce que c'est sûr que ça se planifie. Il y a des opportunités pour rééquiper, augmenter la performance, augmenter la puissance de ces petites centrales-là. Un exemple, juste pour donner un ordre d'idée, 500 MW, c'est à peu près 150 000 foyers quand même en termes de consommation d'électricité au Québec. Donc ce n'est pas négligeable dans le portefeuille quand, encore une fois, tous les kilowattheures ou mégawattheures vont compter. Donc on est là-dessus. Il faut que dès à présent, on commence à regarder, on relève le défi en tant qu'association. Moi, je pense toujours, nous, on était toujours présents dans cette association, comme dit, on est des membres fondateurs. Comme industrie, de mettre de l'avant nos avantages pour des discussions et des renouvellements de contrats et pas attendre 2030 même pour renouveler les contrats, et de voir plus loin aussi. Ça se fait dans d'autres provinces, pas très loin, en Ontario, qui a aussi une base de petite hydraulique assez importante. Et dans cette province, ils ont déjà commencé à regarder, à renouveler des contrats, et plutôt que prévu, mais à l'étendre aussi, donc de 40 à 60 ans. Donc on renouvelle le contrat 5-6 ans avant son terme et on repart pour 40 ou 50 ans. Donc ça, c'est des choses qu'on doit tout de suite mettre en place pour permettre la planification de ces réinvestissements qui seront quand même majeurs dans les petites centrales pour donner plus de puissance, plus de production, d'efficacité. On a des centrales, celle de La Chute date de 1927. Donc évidemment, il y a eu des réflexions un peu, mais il y a aujourd'hui des technologies aussi qui permettraient d'être plus efficaces, plus performants. Donc avec ça, on pourrait gagner plusieurs dizaines de mégawatts et donc plusieurs, milliers de kilowattheures ou mégawattheures. Je pense qu'il y a un point, le troisième point qui est assez critique aussi, puis c'est toujours l'arrimage entre le contrat, les investissements, et là, les crédits d'impôt ou les mesures fiscales. Donc, il y a un des points importants que je pense le ministre aussi en a parlé ce matin, l'IRA ou Inflation Reduction Act de nos voisins. Ça a quand même poussé le gouvernement fédéral à, on va espérer, annoncer en mars des mesures fiscales intéressantes pour les technologies propres. Et encore une fois, le crédit, ce qui est annoncé, devrait s'étaler de 2023, ou quand il devrait être, dès que vous commencez à dépenser $1 en 2023, je ne sais pas si c'est en avril ou en mars, là, on verra, mais jusqu'en 2035, mais à partir de 2032, ça va décroître. Il y a des incitatifs quand même importants pour faire des investissements dans les énergies renouvelables. Aussi, encore une fois, en tant qu'industrie, il va falloir s'assurer que l'hydro fasse bien partie de ça. Et se qualifie pour pouvoir bénéficier de ces crédits d'impôt qui pourraient aller jusqu'à 30%, sachant qu'il y aurait peut-être un 10% basé sur la main-d'œuvre ou les dépenses, on va dire, plus nationales ou locales. Puis dans la petite hydro, on a des fabricants, on a des fournisseurs d'équipements lourds, de mécanique lourde, on a évidemment des consultants, des ingénieurs conseils.
On a des fournisseurs de béton et d'acier qui sont locaux, donc il y a des grandes opportunités pour nous dans ce domaine-là. Peut-être le dernier point, un peu moins toujours, qu'on n'a pas abordé encore, mais qui va être un enjeu, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites un projet de 100 MW, 200, 300 MW d'énergie éolienne, vous avez la même procédure environnementale que ce qui va arriver si vous avez une centrale de 4,5 MW, que vous rachetez 1 MW petit hydro et vous passez à 5,5 MW hydro. Donc je me tourne vers Julie, elle n'est pas au ministère de l'Environnement, mais on essaye de faire passer quelques messages, disant que ces procédures administratives, si on veut réussir, il va falloir aussi qu'elles soient allégées, on va dire, ou repensées. Pas la solution aujourd'hui, là, je vous dirais, mais véritablement, je pense qu'il y a peu de propriétaires de centrales qui vont dire on va dépenser plusieurs millions puis passer à travers toutes les études d'impact pour 1 mégawatt de capacité de plus ou 500 kW si vous êtes déjà à 5 mégawatts. Là, je dirais tout ajout au-dessus de 5 mégawatts à votre capacité va déclencher une étude d'impact sur l'environnement, ce qui est aujourd'hui un processus quand même important et coûteux. Même le ministère maintenant, il vous fait payer. Il y a une époque où c'était gratuit. Maintenant, il vous fait payer. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On peut être très enthousiaste. On dit on va augmenter la puissance, on va créer on va rajouter de la puissance sur les centrales. Mais attention, parce qu'on peut déclencher quand même un processus qui peut être assez conséquent et assez lourd et qu'il faudra de toute façon passer si on veut financer. Donc voilà, merci, mais il y a des beaux défis, il y a des belles opportunités, et puis je crois qu'il ne faut pas oublier la petite hydro. Merci. Donc, bon matin, merci Stéphane. Donc, Romain Laster, président d'Éneraction. J'ai fondé en 2015 Éneraction. Pour ma petite histoire, j'ai travaillé pour quelques années pour un manufacturier de turbines. En fait, dès la sortie de l'école, j'ai travaillé dans la petite hydraulique. Donc, j'ai commencé par un manufacturier de turbines pour ensuite me joindre à une équipe, un développeur privé, avec lequel j'ai développé 3 projets au Québec sous le programme d'achat de 2009. Et puis, on a développer un autre projet en Ontario sous le FIT. Donc, de cette expérience-là, je suis parti à mon compte et puis j'ai été rejoint par mon père. Donc, tous les deux, on cumule maintenant plus de 60 années d'expérience dans la petite hydraulique. Comment on se démarque, c'est on fait un peu ce qu'une firme de génie peut faire, c'est-à-dire des études de faisabilité, de préfaisabilité. Mais lié à notre étude, avec des partenaires, on aime bien que nos estimations de coûts soient aussi une proposition, une possibilité pour nos clients à réaliser les projets sous forme d'un clé en main, d'un EPC, à prix maximum garanti. Excusez-moi. Donc, quelques définitions. Donc, la petite hydraulique, qu'est-ce que c'est? C'est relativement simple. C'est de générer de l'énergie à partir de l'eau. Et puis, quand on rajoute petite, c'est qu'il y a une certaine puissance maximum qu'on peut faire. Au Québec, c'est 50 MW et moins. Puis, c'est pour des raisons ça vient de la loi sur les régimes des eaux. Au-dessus de 50 MW, c'est un autre processus qui est beaucoup plus compliqué. Centrale à réservoir, mais c'est qu'on a une capacité de stocker et de déstocker l'eau à travers l'année, donc d'accumuler et puis de relâcher l'eau en fonction des besoins, en fonction de la puissance qu'on a besoin de générer, tout ça. Fil de l'eau, c'est plutôt, il y a le débit naturel de la rivière qui arrive, il faut soit le turbiner, soit le faire passer dans le bief court-circuité, et donc au final, le débit entrant est égal au débit sortant. Là, Stéphane en a parlé, mais on va revenir un peu sur la petite histoire de la petite hydraulique au Québec. Donc, dans les années 90, ça a été le programme d'achat APR 91. Ça a permis de réaliser 350 MW un peu partout au Québec.
il y avait certaines centrales qui étaient existantes. Certaines, c'était des barrages existants qui n'avaient pas de centrales, qu'on a rajouté des centrales. On a réhabilité des centrales. Après ça, on a même fait des aménagements neufs, là, on peut dire ce qu'on appelle du greenfield en bon français. Donc, c'était sur des rivières non aménagées. Et tout ça a permis d'avoir une expertise au Québec dans la petite hydraulique qui a plusieurs compagnies de renommée maintenant internationale ont été bâties à partir de ces premiers projets-là, sur la base de ces projets-là. Donc, ça a été un appel d'offres quand même très, personnellement, après, maintenant, 30 ans plus tard, d'avoir bâti ces entreprises-là, cette expertise-là, c'est quand même exceptionnel. Donc, les derniers projets se sont faits des fins des années 90, début des années 2000 pour la PR 91, et puis il y a eu le prochain appel d'offres qui était en 2002. C'était un appel d'offres il y avait 36 sites qui avaient été prédéterminés par le ministère. De cette liste-là, seulement 7 ont été permis pour la soumission, et au final, 2 projets ont été octroyés, dont McPie, qui a été réalisé par Hydro-Méga, et l'autre, c'était Matawin. Donc, c'était aussi un appel d'offres qui était basé sur... c'était le plus bas prix du kilowattheure qui obtenait le projet. Et puis, donc, McPie était le seul qui a été construit avec 41 mégawatts. Comme Stéphane l'a mentionné, c'était les premiers... les partenariats privés-publics. En 2009, c'est le programme d'achat de 2009 qui est lancé. À la base, les projets 100% communautaires avaient un avantage. Donc, c'était vraiment un incitatif à faire des projets 100% communautaires. S'il restait de la place, ça allait vers les projets où il y avait un partenariat privé-public. 7 projets ont été réalisés. 4 au Saguenay, Chute-Arnaud, Chute-Garceau, Val-Jalbert, Chute-du-11. Et puis après, en partenariat privé-public, il y avait Franklin, Sheldrake, Hydro-Canyon, Saint-Joachim. Donc, il y avait eu 12 projets qui ont été sélectionnés. Certains ont été abandonnés, d'autres ne sont pas encore réalisés. Donc, il y a 109 mégawatts sur 50 mégawatts qui ont été faits. Puis depuis ce temps-là, il n'y a plus d'autres initiatives. Donc, quels sont les avantages de la petite hydraulique? C'est relativement... Bon, sont assez connus quand même. C'est renouvelable, c'est efficace, c'est propre. C'est une des énergies qui émet le moins de CO2 dans le cycle de vie, parce qu'on fait les infrastructures, et puis après ça, c'est des infrastructures qui ont une durée de vie, si elles sont entretenues correctement, longue, voire... Il n'y a pas nécessairement de date de fin de vie pour cette énergie-là. Ça a un faible impact sur l'environnement et la biodiversité, particulièrement les centrales, en fait, surtout les centrales au fil de l'eau. C'est des infrastructures qui sont durables. Donc, pour l'instant, les plus vieilles centrales ont un peu plus de 100 ans, mais c'est parce que la technologie de l'alternateur triphasé a été inventée au début du 20e siècle, ou 19e siècle, dans les années 1900, par Edison. Ensuite aussi, c'est pas une énergie intermittente, hein, la petite hydro. C'est-à-dire qu'on sait à court terme combien on va produire, quelle puissance on va produire, parce que si on produit X mégawatts cette journée-là, le lendemain, avec des modèles relativement simples, on est capable de savoir quelle va être la production de demain. Et ça ne va pas changer en fonction d'un coup de vent, d'un nuage ou quoi que ce soit. On le connaît. Donc, la petite hydraulique, comme la grande hydraulique, permet de fonctionner sur un marché de capacité aussi, où on garantit la puissance. Certains projets peuvent produire de l'énergie en hiver, même garantir de l'énergie en hiver, surtout
Les centrales qui sont en aval de projets où c'est régulé, où il y a des grands réservoirs, ça existe. Il y a certains sites au Québec qui ont ces avantages-là. Pas tous, des fois, certains. Possibilité de soutenir la pointe journalière. Qu'est-ce que je veux dire, ça? C'est qu'on a naturellement une pointe le matin et en fin de journée dans nos réseaux électriques, dû à l'activité humaine. On se lève le matin, puis on se couche le soir. Donc, en fonction de notre cycle un peu naturel de vie, il y a des pointes. Puis, la petite hydraulique, encore une fois, parce qu'elle a accès quand même à une petite marge de manœuvre sur ses réservoirs, est capable d'augmenter sa puissance durant les pointes journalières. Et c'est des choses qui ont été faites un peu ailleurs. Puis, beaucoup des projets sont faits avec les communautés, en partenariat ou même 100% communautaire. Donc, c'est aussi un bel avantage. Ce matin, j'ai entendu le ministre Fitzgibbon parler du contenu local, puis j'ai réalisé que j'avais complètement oublié l'avantage du contenu local de l'hydroélectricité. Puis pour moi, c'est que ça va tellement de soi, c'est tellement évident que je l'ai juste complètement oublié. C'est un projet hydroélectrique, c'est quoi? C'est du béton, pas mal d'acier et beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre. Après ça, on a un peu d'équipement spécialisé, mécanique lourde, turbines, alternateurs. Mais ça représente 10-15% du prix. Tout le reste, c'est des choses qui sont faites, fabriquées au Québec. Donc, un contenu local de 80%, c'est facilement atteignable pour un projet hydroélectrique. Si on rajoute le Canada, on a des manufacturiers qui sont en Ontario. On est capable d'atteindre des facteurs de contenu local de 90, même un peu plus si on veut. Donc, le contenu local est absolument, c'est pas un enjeu, c'est un avantage de la petite hydraulique. Ce qu'on produit, c'est des projets qui sont très, très locaux. Les défis. Bon, les emplacements sont dictés par où est la rivière. Donc, comme Stéphane disait, beaucoup de villes se sont bâties autour de des petites centrales, parce qu'avant, c'était des moulins, ça permettait à l'industrie du bois de vivre, d'alimenter le village, tout ça. Donc, il y a beaucoup de villages qui se sont bâtis autour des rivières, des centrales hydroélectriques, des endroits où il y avait de la force hydraulique, en fait. Mais bon, éventuellement, les centrales se sont éloignées, puis maintenant, elles sont plus connectées par un réseau électrique. Donc, c'est ça. L'emplacement est dicté par la rivière, par la nature, et ça c'est intrinsèque à la petite hydraulique. L'interconnexion, surtout pour les nouveaux projets ou les barrages qui n'ont pas de centrale hydroélectrique, c'est une des raisons, souvent, c'est l'interconnexion. Il y a un coût initial élevé. Donc, le coût initial est important. Ça va de soi, mais il faut aussi que les contrats d'achat soient long terme, justement, pour soutenir un coût initial élevé. Mais après qu'on ait bâti cet actif-là, il y a pas de la durée de vie est très longue. Donc, oui, on peut l'amortir. Les petites centrales ont souvent été amorties sur 40 ans parce que c'était la durée du contrat d'achat, mais à un certain point, Hydro-Québec vient d'amortir ses projets de la Romaine sur 100 ans. Donc, ça veut dire qu'ils envisagent que la centrale va produire pour 100 ans, et puis c'est tout à fait rationnel. Là. Il y a c'est tout à fait normal, puis plausible comme hypothèse. Puis, bon, bien sûr, l'acceptabilité sociale, mais peu importe l'énergie, peu importe dès qu'on fait quelque chose, c'est un enjeu. Donc, il n'y a pas... C'est quelque chose qu'il faut absolument s'occuper aussi. Donc, on a la petite hydraulique, puis parlons un peu, quels sont les défis du réseau électrique présentement. Donc, on vient de le vivre, on a eu un événement de froid extrême il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une pointe de capacité, de puissance. On a battu tous les records. Donc, c'est quoi? Donc, la puissance augmente graduellement, petit à petit. En plus, là, on veut aller vers une décarbonisation de l'économie. Donc,
ça va juste accentuer ces pointes-là. Donc, on a un défi sur les pointes de puissance, ça c'est sûr. Après ça, on veut faire la transition énergétique. Donc, on veut passer d'une énergie fossile à une énergie renouvelable. Qui dit énergie dit kilowattheure, mégawattheure. Donc, peu importe ce qu'on fait, on va avoir besoin d'énergie. Donc, on va avoir besoin de la produire, on va avoir besoin de la transporter pour l'amener jusqu'aux charges. Une des solutions, c'est toutes les énergies plus intermittentes. Donc, on est en train d'intégrer toute cette énergie-là sur le réseau. L'énergie intermittente, un des problèmes, c'est qu'elle, justement, elle fluctue dans le temps, puis elle peut fluctuer rapidement. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait des variations brusques, et puis il faut que le réseau s'adapte à ça. Donc, il y a des réponses technologiques, plutôt dans tout ce qui est les postes, les relais, puis toutes ces choses-là. Mais à un certain point, il y a un équilibre entre la quantité d'énergie intermittente qu'on est capable d'intégrer avec l'énergie un peu plus, disons, traditionnelle au Québec, c'est-à-dire l'hydroélectricité. On a cette chance-là au Québec, justement, on a ces grands réservoirs, on a la petite hydraulique qui permet de soutenir le réseau et qui permet cette intégration facile des énergies renouvelables. Mais il y a des expériences par exemple, la Californie vit des problèmes justement de stabilité de réseau avec le solaire. Là, ça s'appelle le duck curve, là, où au lever du soleil et au coucher du soleil, il y a une transition entre les énergies, entre le solaire et les autres énergies tellement abrupte que ça cause des problèmes de stabilité. Donc, je veux juste parler de façon rapide de quelques initiatives qui ont été faites en Amérique du Nord pour, disons, répondre aux besoins spécifiques du réseau. Parce que présentement, on vient d'obtenir, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé de 300 MW et de 480 MW d'énergie renouvelable tout confondu. Ce qui était demandé, c'était un prix annuel. Donc, peu importe l'énergie que tu produis, le réseau l'accepte, et puis peu importe on s'entend, il y a quelque chose quelque part qui doit compenser cette énergie-là qui arrive pas nécessairement au bon moment sur le réseau. Donc, il y a certaines initiatives qui ont été faites pour obtenir de l'énergie ou de la capacité dans des moments plus opportuns sur le réseau. Donc, par exemple, un des exemples, c'est le FIT en Ontario. Ils avaient un incitatif dans leur contrat d'achat pour produire pendant la pointe journalière. Donc, il y avait une période dans la journée où il y avait un 15-20 % de plus sur l'énergie si on produisait dans cette période. Donc ça permet justement d'inciter les producteurs à produire pendant les pointes, pendant qu'on consomme plus. En Colombie-Britannique, en 2006, ils ont fait un appel d'offres et puis leur challenge en Colombie-Britannique, c'est qu'eux, c'est vraiment... c'était l'énergie en hiver. Il manquait d'énergie en hiver, donc ce qu'ils ont fait pour promouvoir l'énergie en hiver, c'est que la valeur des mois de décembre, janvier, février était moindre. Il y avait un prix annuel, mais il y avait des facteurs qui amélioraient le prix durant l'hiver, puis qui réduisaient le prix durant les périodes de haute production où il y avait moins de consommation, disons, printemps et automne. Aux États-Unis, là, c'est un marché libre. Donc, il y a vraiment un marché pour l'énergie, donc pour acheter l'énergie en temps réel là, sur le spot. Oui, tout ce qui est PPA aussi, puis tout ça c'est une autre chose, mais il y a aussi le marché spot qui est presque en temps réel. Et puis après ça, il y a aussi un marché de puissance, c'est-à-dire que pour la journée suivante, les producteurs qui sont capables de garantir de la puissance se bident sur ce marché-là, et puis
ils obtiennent un revenu dû à la puissance qu'ils garantissent, puis après ça, ils peuvent obtenir de l'argent de l'énergie qu'ils produisent. Donc, ils combinent ces revenus-là. Donc, ça permet aux gens qui sont capables de garantir de la capacité, comme la petite hydraulique, justement, ça incite les gens à s'assurer qu'ils produisent de la capacité. Donc, comment on stimule la petite hydraulique? En gros, on a des centrales qui vieillissent, comme toutes les centrales. Et puis, la technologie a évolué dans les dernières années. Parce qu'on parle de certaines... Stéphane parlait, Ayers, 1927. Je ne sais pas si les turbines sont de 1927, mais sont au moins de 1950-1960. Donc la technologie a évolué, les rendements sont meilleurs, tout ça. Donc, il faut optimiser ces centrales pour justement qu'elles produisent au rendement moderne et puis qu'elles produisent la puissance que la rivière permet. Par le passé, on a souvent eu la tendance, il y a longtemps, à équiper pour les besoins du village. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les besoins sont provinciaux et même maintenant extra-provinciaux avec les interconnexions en Ontario, puis en Amérique, dans les provinces maritimes, puis tout le nord-est des États-Unis. Bien sûr, construire des centrales existantes sur les barrages où il n'y a pas de centrale, parce que c'est des projets... En plus, souvent, quand on dit barrage existant avec réservoir, on parle souvent de capacité ferme et d'énergie d'hiver. Donc, c'est ça, en tout cas, c'est les projets qui sont extrêmement intéressants. Puis moi, je pense qu'il y a quand même la place pour pour continuer à développer des centrales. Tu sais, les communautés, Mastoyache est un bel exemple, a développé puis acquéri des centrales existantes ou développé des projets Greenfield. Donc, il faut aussi promouvoir le communautaire à continuer à développer sa ressource qu'il a sur son territoire, que ce soit sur des centrales existantes ou en continuant à faire du Greenfield. Puis, personnellement, moi, je crois au partenariat public-privé. C'est ce que j'ai fait avant Interaction. J'ai vu des projets, disons, communautaires. Il y a quand même des difficultés, puis il y a certaines communautés qui n'ont pas réussi à développer les projets. Certaines l'ont réussi. Mastoyache l'a réussi. La ville de Chicoutimi l'a réussi. Mais ce n'est pas toujours facile. Donc, il y a une place pour le privé là-dedans, pour soutenir les communautés à développer ces centrales-là. Puis, ce qu'on est en train de parler là, c'est les mêmes enjeux qu'il y avait dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. La création de la PR 91 a été faite sur ces bases-ci. Donc, comment stimuler la petite hydraulique? Ma vision de ça, c'est personnellement, il faut que les promoteurs, que les opérateurs puissent avoir une vision à long terme. Parce que c'est des actifs qui vont continuer de produire pour des années, pour des décennies. Donc, on a besoin de visibilité. Puis, donc ça, c'est proposer des renouvellements de contrats avec des clairs, qui permettent aux actifs de se maintenir en bonnes conditions. On va y revenir un peu plus tard, parce que pour moi, ça, c'est la base. Mais après ça, la petite hydraulique aussi, c'est pas juste une sorte d'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est il y a certains projets qui sont capables de fournir de l'énergie en hiver, d'autres de la pointe journalière, d'autres de la capacité. Certains, c'est un mix de tout ça. Donc,
on peut pas avoir le même prix pour chaque centrale parce que chaque centrale ne répond pas aux mêmes besoins du réseau. Donc, personnellement, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un ajout de prix, un price adder pour la production, par exemple, d'énergie en hiver, pour soutenir la pointe quand il y a de la capacité, tu sais, quand il y a des moments, quand il y a des pointes maximales, l'énergie renouvelable, l'énergie des pointes journalières, etc., etc. Ça, c'est important, je pense aussi. Bon, inclure le développement communautaire, donc, encore une fois, qui est un ajustement pour les communautés, pour leur permettre de développer les projets, que ça permette d'équiper les centrales existantes, que ça soit pas, que ça ne permette pas juste le greenfield, mais que ça ne permette pas juste la réhabilitation, que ça permette l'ensemble. Puis, il faut que le prix soit juste aussi. Donc, c'est-à-dire pas trop cher, mais pas trop élevé. Donc ça, il faut avoir un mécanisme qui permet d'évaluer qu'est-ce qui est acceptable pour le promoteur, mais aussi pour l'acheteur, pour Hydro-Québec. Le renouvellement des contrats. Donc, on a des actifs qui ont une durée de vie extrêmement longue. Puis, quand on arrive à la fin du renouvellement, on n'a pas de visibilité sur qu'est-ce qui va arriver, on n'a pas de visibilité sur le tarif. Donc, comment on fait pour entretenir nos installations, pour s'assurer de la pérennité de tout ça? Puis, c'est allé à l'extrême aux États-Unis. Il y a 2 barrages au Wisconsin qui ont cédé. Ça fait des milliards de dommages sur le bassin versant, tout ça. Parce que les opérateurs n'étaient pas capables de soutenir la réfection des barrages. Ils ont attendu que ça cède pour que ça ils sont allés à la limite, en fait. Donc, il faut qu'on évite ça. Et puis, les investissements dans les infrastructures ne sont pas tous les mêmes, hein. Dépendamment de l'âge, si c'est juste les équipements de production ou la mécanique lourde à changer, ce n'est pas les mêmes investissements que si on doit refaire les barrages ou retravailler sur les barrages ou tout ça. Encore, puis la durée de vie après ça, des structures dépendent en fonction du type de structure. Puis après ça, il y a tous les enjeux environnementaux, récréatifs, législatifs, sociaux. Quand on renouvelle, pour moi, c'est le moment aussi de revoir ça. Parce que une espèce de poisson qui n'était pas en danger peut l'être 40 ans après. Donc, comment on fait pour aider cette espèce-là? Comment on fait pour ces choses-là? Donc, le renouvellement, c'est le bon moment de s'assurer que le projet est remis en état, mais aussi est acceptable pour la société, pour tous les joueurs du bassin versant. Donc, c'est ça. On détermine un peu quels sont les investissements à faire. Il faut que ça soit inclus dans le prix d'achat. Il faut que ça soit compensé au niveau des investissements à faire. Mais après ça, on a à faire un processus dans lequel on inclut les acteurs du bassin versant pour s'assurer que comment est gérée la centrale, c'est acceptable pour tout le monde autour. Puis c'est un processus qui est fait beaucoup aux États-Unis, qui est le relicensing de FERC, et où ils s'assoient après, quand la licence arrête, et puis là, tout le monde s'assoit ensemble et s'assure que le projet est aux normes, est à jour. Donc voilà. C'est pas mal ça. Merci, Robin. Donc, on va applaudir nos panélistes. Donc, j'ai quelques questions pour vous, puis après ça, dans la salle, là, vous allez être invités aussi à poser des questions, ou on peut commencer aussi par des questions de la salle, là, ça me convient aussi également. Vas-y, je te laisse aller.
Oui, c'est ça. Bon, alors je pense que c'était pour moi la question. Non, mais écoute, je pense que oui, il y a encore un potentiel, mais il doit y avoir des conditions particulières. Je pense que Julie mentionnait que le gouvernement et le ministère étaient bien conscients de... On ne peut pas mettre la petite hydro, même d'ailleurs le solaire, dans le même paquet que l'éolien, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Là, les choses évoluent avec le temps. Une époque où la petite hydro était beaucoup plus compétitive que l'éolien, c'est plus le cas. Donc oui, des contrats de longue durée, c'est un premier requis. Ça, je pense que 40 ans et moins, c'est quand même aujourd'hui très compliqué. Donc, mais ça s'est fait ailleurs. Je veux dire, les contrats FIT, nous on a 32 mégawatts en opération en Ontario. C'est avec des contrats de 40 ans. La Colombie-Britannique a déjà donné des contrats jusqu'à 60 ans. Donc Hydro-Québec, qui lui a une vision, bon, ben, il va avoir des clients pour les 200 prochaines années. En tout cas, je ne sais pas combien, il amortit, c'est ça, sur 100 ou 120 ans ces barrages. Donc il y a toute cette dynamique, oui, d'avoir des contrats longue durée qui serait un prérequis. Je pense que aussi, au jour d'aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a, 5 mégawatts comme le déclencheur de l'étude d'impact sur l'environnement, c'est aussi coûteux, je dirais. Là. Ça pourrait être aussi monté. L'éolien, c'est 10 mégawatts. Est-ce que ça déjà, même, c'est pas un peu bas? Aujourd'hui, on a beaucoup plus de connaissances sur les impacts. Les promoteurs de projets font aussi ça. Je pense il y a eu beaucoup d'apprentissage, de développer des méthodes. Et je veux dire, il y a beaucoup d'avancées aussi dans ce domaine-là, d'intégrer, travailler vraiment en partenariat avec les communautés. C'est rarement moins que 50-50 aujourd'hui, quand c'est pas 100%. Bon. Donc oui, mais le premier, je pense, oui, la durée du contrat pour la petite hydro, ce serait vraiment un des premiers paramètres qui permettrait d'avoir un prix qui va aussi, au bout du compte, il faut que ce soit aussi acceptable. Puis de valoriser les attributs. C'est ça, on n'a pas le tableau là, il l'a mentionné, mais je me rappelle d'un tableau d'avoir vu, si tu regardes la petite hydro fil de l'eau, c'est le cycle de vie le plus réduit en émissions de gaz à effet de serre. Là, ça bat l'éolien assez fortement, ça bat le solaire, ça bat l'hydro avec réservoir. Donc c'est véritablement le bilan carbone, bon, à part si on parle de gaz naturel renouvelable, là c'est autre chose, là, mais c'est le bilan carbone le plus faible en termes de cycle de vie des énergies renouvelables. Donc ça aussi, il faudrait, ça aujourd'hui, il y a zéro de valeur là-dessus. Donc ouais. Voilà les deux grands points. Ouais, Ben oui, tout à fait. On était plus compétitif que ça, mais bon, c'est ouais. Ouais. Ben, ça s'est inversé, je dirais que c'est sûr qu'aujourd'hui, l'éolien, ben, peut-être, ça dépend aussi, il y a avant la pandémie, pendant et après, mais je sais pas, des 6-7 sous du kilowattheure pour l'éolien, et puis l'hydro, c'est sûr que
Ouais, mais c'est parce que l'hydro, on ne peut pas non plus. On va pas comparer, c'est Mais pour ça non, qu'il parce faut- que justement, c'est ça le but, un peu de ma présentation, c'est que avec la petite hydraulique, tu es capable de répondre à plusieurs besoins. Donc, dépendamment de ce que tu réponds, tu vas cibler ton niveau d'investissement puis le prix que tu vas vendre. Donc, parce que si c'est simplement prendre une centrale existante qui est sur le réseau, mais qui n'a plus de contrat d'achat, puis juste la remettre dessus, c'est pas le même prix que si tu dois refaire tes infrastructures, puis, ou rechanger ta turbine parce que tu penses que tu vas être capable d'aller chercher plus de capacité, des choses comme ça. Oui, il y a des marchés aussi où la capacité même de la petite hydro se qualifie. C'est-à-dire, bon, une centrale de 10 MW, tu ne vas pas qualifier 10 MW de capacité, mais tu peux qualifier 5-6 MW et tu as un paiement pour la capacité. Donc ça aussi, c'est des choses qui existent, qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Et par rapport à l'éolien, ben, tu ne peux pas vraiment la garantir avant d'avoir des batteries. Donc il faut repenser le modèle, là. C'est sûr que c'est inversé, il faut regarder ça, mais il faut le mettre, c'est sûr, dans une classe à part, parce que si on veut, on ne compare plus des pommes et des oranges aujourd'hui. C'est des pommes et des oranges, quoi, finalement. En petite hydro aujourd'hui, c'est très difficile parce que vraiment chaque projet est complètement indépendant. Il y en a qui sont dans les villes, il y en a d'autres qui sont perdus dans le bois, donc c'est difficile de vous dire. Le programme d'achat de 2009, c'était 7,5 sous du kilowatt en 2009, indexé à 2,5 % par année. Ouais, on doit être rendu quoi, 10 cents? Il faut faire le calcul. Ouais, mais oui, on doit être au à 10. Québec, plus il y a le Québec, les autres, je peux vous dire, en Ontario, c'était public, c'était des 17 cents et demi du kilowattheure. Donc au Québec, ouais, mais il fallait les construire, quoi. C'était des investissements importants. Aucun? Je vous dirais que oui, c'était ça le passé, mais c'est pour ça qu'on a une association qu'il faut lui redonner vie dans le terme pas attendre 2033 ou de pas se retrouver dans la situation du contrat d'aller en arbitrage. Donc je pense qu'on essaye de discuter et de voir que le ministère aussi intervienne là-dedans, regarde un programme avec soit un prix défini, soit un appel d'offres. Enfin, c'est ça, c'est l'association qui, je pense, doit faire son... Il faut se regrouper parce que c'est sûr que sinon, chacun, on est quand même assez petit dans la négociation. C'est pour ça, je parlais il faut comme mettre un processus en place lors des renouvellements pour avoir le juste prix en fonction de qu'est-ce que la centrale fournit, puis des investissements qu'il y a à faire sur la centrale, parce qu'il faut maintenir la pérennité de ces installations-là. Parce qu'on a parlé d'énergie, de capacité, mais après ça, il y a d'autres avantages à ces centrales-là. Donc, on parle du récréatif, c'est des réservoirs qui sont utilisés pour la pêche, pour les pourvoiries. Après ça, les moteurs, les bateaux à moteur, ces choses-là. Donc, il y a même il y en a qui sont des activités touristiques. On parle de chaudière, tout ça. Donc, c'est comme, il n'y a pas juste la valeur de l'énergie, c'en est un important, mais il y a aussi d'autres impacts, là. Puis après ça, il y a même des projets qui ont des impacts positifs sur l'environnement. Moi, j'ai travaillé sur le projet de Sheldrake. On a fait la remontée du saumon, donc c'était une rivière avec une chute infranchissable, et puis en remontant le saumon, ben, il s'est passé d'une rivière qui avait une capacité de 50 saumons à plusieurs milliers de saumons, là. Donc c'est ça. Je pense que la clé, c'est de monétiser tous ces avantages-là au niveau capacité, au niveau environnemental, comme tu l'as dit, régulation des rivières. Ça, pour l'instant, il n'y a aucun argent qui est associé à cette valeur. Tout à fait. Oui. On parle de renouvellement, d'érection, de barrages existants. Moi, je me demandais au niveau de la gestion des risques, à quel moment ou à quel âge un barrage, c'est les infrastructures sont là pour durer, mais à quel moment un barrage commence à être un peu risqué, à repartir un nouveau contrat, à faire investir beaucoup de
Mm. Bref, je veux vous entendre à ce niveau-là, au niveau de la gestion des risques d'un barrage vieillissant. Tu sais, chaque barrage doit répondre à la loi sur la sécurité des barrages. Donc, il y a des inspections régulières. Après ça, il y a des inspections statutaires. Il y a comme tout un processus pour évaluer justement comment la durée de vie, un peu, l'état du barrage. Mais après, les barrages qui sont entretenus correctement, s'il est encore sécuritaire, il n'y a aucun problème à continuer. Puis après ça, s'il n'est plus sécuritaire ou que les marges de sécurité commencent à réduire de façon importante, on reprend le barrage et on retravaille dessus, puis on fait ce qu'il faut pour le stabiliser, puis le remettre en état, là. Puis après ça, quand cet investissement-là est fait, ça peut durer pour un autre 100 ans, 50 ans, dépendamment de quelle est la solution. Puis l'investissement dépend en fonction des travaux, donc tu peux pas. Ça dépend aussi ça dépend en fonction des ouvrages. Donc, est-ce qu'on prend l'ouvrage, on est capable de continuer pour un 100 ans donc, il y a toute une évaluation économique à faire au prix de ça, à ce niveau-là. Et puis ça, c'est lié aussi avec la visibilité sur le renouvellement des contrats. Je pense aussi qu'il y a un aspect particulier par rapport au barrage que, tu sais, on peut pas. C'est comme un parc éolien quand il arrive en fin de vie. Bien, quand il arrive en fin de vie, on le démantèle. Oui. Tandis qu'un barrage, ça ne se démantèle pas comme ça. Donc, il faut penser à la vie après le contrat d'achat d'électricité, là. Oui. Oui. C'est ça, mais la valeur que vous donnez au kilowatt-heure en éolien, hydroélectricité, c'est pas nécessairement le bon comparatif. Parce que l'éolien produit quand il y a du vent, c'est pas tout le temps coordonné avec le besoin. C'est pour ça que ta valeur que tu pourrais dire, toi, avec l'hydroélectricité, c'est là quand il y a des points, c'est là quand il y a des vrais besoins. C'est ça la valeur marchande qu'il faudrait négocier, justement, tu mets tout ça dans le même tas, solaire, ainsi de suite, ça a une même valeur kilowatt-heure, c'est plus, comme tu disais, différents tarifs ou des choses, mais votre moyen de négociation, c'est plus de dire, moi je suis là quand on a besoin, et non pas, je suis obligé de t'acheter ton électricité quand on n'est pas en pointe, puis il y a du vent. Si c'était ça, si l'éolien qui vendait juste dans les points, ils montraient leur tarif, parce que là, ils peuvent le vendre n'importe quand, puis en réalité, c'est pas toujours. Ils s'en servent, c'est pas perdu, mais c'est pas où est-ce que c'est plus critique. Exactement. Puis c'est d'autres producteurs qui doivent compenser l'intermittence, c'est sûr. Mais, alors, j'ai une seconde question. On m'a déjà dit aussi, selon, peut-être en région où il y a moins de distribution, certains producteurs d'hydroélectricité, ils vont pas au maximum parce que les parcs éoliens, ils ont moins de production parce que si eux autres ils planchent, ils compensent, ainsi de suite. Moi, j'ai entendu en tout cas un groupe de personnes qui m'avaient parlé de ça. Est-ce que c'est réel ou c'est. J'ai pas d'informations à ce niveau-là. Non, moi non plus. Oui. Une question, nous, on travaille pour la Société du Grand Nord. Je me demandais, dans le nord du Québec, il y a des enjeux supplémentaires quand on parle de petits hydrauliques. J'imagine que la température doit avoir un impact. Est-ce que pourquoi est-ce que ça affecte la production? Non. Vas-y. Ouais. On opère déjà des centrales en plein hiver. Donc, ce qui est compliqué dans l'opération d'une centrale, c'est la transition entre l'été et l'hiver, là, parce qu'il y a toute une formation d'un couvert de glace qui est nécessaire pour l'opération. Mais quand ça c'est fait, il n'y a plus d'enjeu. Dans le Grand Nord, l'enjeu, c'est souvent l'interconnexion, parce que les lignes sont loin. Mais quand c'est un projet pour être attaché à une communauté, oui, c'est complètement faisable, puis il n'y a pas, justement, on est capable d'assurer une certaine stabilité au réseau, tout ça, avec les petites centrales. Oui. J'aimerais beaucoup émerger avec cette énergie renouvelable. Juste pour vous dire, en ce moment, on a une centrale hydroélectrique à Inukjuak en construction dans le Grand Nord avec la nation, la première des Inuits. C'est une 7,5 MW qui devrait être mise en eau sous peu. Ça va être justement pour se débarrasser du diesel. C'est en réseau autonome. Donc, c'est un autre.
Mais l'enjeu des poussées des glaces est là sur toutes les centrales, parce qu'il y a aussi de la glace derrière les barrages. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment plus d'enjeux de production. Je ne sais pas si je me trompe. La température, ça ne jouera pas. Le Grand Nord, c'est les conditions géologiques, là, c'est le terrain Oui. qui est surtout un enjeu. Et puis évidemment, la distance pour la construction. Mais pour l'opération en très grand froid, non. C'est de l'eau qui passe dans les turbines, donc oui, il va y avoir une couverture de glace, mais tant qu'il y a assez d'eau en dessous, ça va produire, là. Elle va être froide, mais elle va être là. Elle va passer. Mhm. Et c'est sûr, hein, en hiver, typiquement, les centrales au fil de l'eau vont atteindre leur minimum parce que justement le sol gèle, les apports se réduisent, puis des différents réservoirs de stockage, là, c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être juste rajouter Oui. sur la sécurité des barrages, là, c'est ça, il y a une loi qui a été passée il y a déjà quelques années, donc il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par les propriétaires de centrales et des barrages associés pour justement mettre à niveau les barrages, plusieurs millions de dollars sur chaque ouvrage qui a été investi. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, justement, une des opportunités, c'est plutôt justement, celui qui a le plus gros problème actuellement, c'est plutôt le gouvernement du Québec, là, qui a pas mal d'ouvrages justement et de barrages non équipés. Et c'est un coût plutôt qu'un revenu. Donc c'est ça un des enjeux, mais ça prend, c'est sûr, un programme et des prix spécifiques pour ça. Mais ce serait de s'occuper de ces, pas barrages orphelins comme on les appelle, mais ces barrages-là qui sont non équipés pour que ça devienne aussi une source de revenus et qu'on les entretienne aussi, parce que quand il n'y a pas justement de revenus associés, ben oui, ça peut coûter de mettre ça aux normes, c'est des millions de dollars sur chaque ouvrage pour mettre ça aux normes et que ça dure. C'est sûr qu'en 1920 ou 1930, quand ils ont construit ça, il n'y avait pas même les normes et les mêmes critères de sécurité qu'on a aujourd'hui. Donc quand la loi sur la sécurité des barrages a été refaite, elle est aujourd'hui appliquée par le Centre d'expertise hydrique. Là, ça a demandé des investissements majeurs pour les propriétaires, mais il reste une grande partie, je ne sais pas trop où ça en est, mais il y a des ouvrages du gouvernement là, qui auraient besoin certainement de centrales pour les aider à faire les entretiens, ouais, les travaux. On a peut-être le temps pour une dernière question, sinon ça mettrait fin à l'atelier. Donc, on va remercier nos panélistes.